Merci à toi, Nadia, aussi, qui nous dit merci pour ce webinaire. On te remercie aussi pour ta présence. Oui, alors Aziza qui dit il nous faut un prix. Non, je plaisante, c'est votre webinaire qui est notre bien précieux. Oui, c'est pas, ça fait Merci beaucoup, plaisir. Aziza. Aziza, c'est une fidèle qui nous accompagne depuis un certain temps. C'est une femme. Super. Oui, il nous a adoptés. Super. Très bien. On l'a adopté aussi. Hein. Oui, absolument, absolument. Ça marche, j'ai l'impression aussi. Je vous donne la main, Madame Souad. C'est Qu'est-ce que je bon. voulais dire? Voilà, donc on arrête, s'il vous plaît, à 45. Comme on a une autre séance qui va démarrer à 18 heures, non, plutôt à 20 heures. D'accord? On arrête à 55, tu as dit, c'est ça? Non, je veux dire plutôt à 50. 50. Voilà, on essaiera D'accord? d'arrêter à 50. Très bien. On Excellent, fera super. comme ça. Alors, donc, c'est lancé sur Facebook. J'arrive pas à C'est voir. J'ai toujours ce c'est déjà souci. lancé. Tiani, j'ai arrêté le partage. Est-ce que vous pouvez essayer de partager de votre côté pour s'assurer que tout fonctionne correctement? Partager quoi? Si vous souhaitez partager, je ne sais pas, une présentation, quelque chose. Vous avez Non, quelque chose à présenter, non? non, je vais pas avoir de présentation. Ah, Je vais d'accord, il n'y a pas de éviter souci. Très des bien. choses très Il académiques. n'y a pas de problème. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, quand c'est lancé, tu me dis parce que j'ai toujours des soucis par rapport à ça. Là, maintenant, tu as la main, Fahad, tu as la main? Attends, je vais voir. Alors, normalement, en ligne. Des petits dirigeants. Alors justement, comment les gens font pour y accéder? Par rapport à Ils ont ça. ce lien ou est-ce qu'il est open sur Facebook ou c'est comment? En fait, oui, vas-y, Kautar, tu es là Vas-y, encore? vas-y, Fahad. Vas-y. En fait, justement, il y a un lien pour s'inscrire qui figure sur notre page LinkedIn, sur Facebook. Donc, les gens s'inscrivent sur Zoom, ils reçoivent une invitation et donc ils accèdent via l'invitation. Sinon, sur Facebook, je pense que il n'y a pas vraiment d'inscription, c'est ça, Kautar? Smahia, pardon, sur quoi? Sur? Et pour Facebook, Voilà, sur Facebook, c'est en direct, il n'y a pas d'inscription, c'est ouvert au voilà, public. c'est ça. S'ils souhaitent être sur Zoom, pour être un petit peu question de plus de proximité, pour qu'ils puissent poser des questions de façon directe et même orale, ben, il faut qu'ils passent par un petit process d'inscription, Très bien. un D'accord. lien. Donc, c'est comme ça. De toute manière, c'est rodé, comme ça fait un bout de temps qu'on fait ça. On peut On a beaucoup de aussi, participants qu'on revoit tout le temps, tout le temps.
On est 33 sur Facebook, 16 sur Zoom. On attendra quelques minutes, le temps d'avoir un maximum de personnes, parce qu'il y a un webinaire qui vient de s'achever. Avec plaisir. Je viens de partager le lien Zoom sur Facebook pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre directement. Donc, marhaba. Très bien. Alors, il est 18h05. Nous sommes plus d'une cinquantaine. Je pense qu'on peut démarrer pour ne pas prendre du retard, vu qu'il y a un autre webinaire à 20h. Ça vous va, M. Kitani? Parfait. Très bien. Alors, voilà, donc bienvenue à tous nos participants sur Zoom, sur Facebook. Merci de participer encore à ce webinaire organisé par le Club des dirigeants. Alors, aujourd'hui, l'intervenant de ce soir, c'est un coach. Et comme le fort des coachs est de nous pousser à l'action, eh bien, la thématique qu'il a choisie justement ce soir est une thématique d'action. Il est temps de démarrer votre transition digitale. Je pense que le sujet est d'autant plus d'actualité en ce moment de période, période de Covid, qui a démontré que le digital, ce n'est plus une option, c'est une obligation, c'est une nécessité. Ça, c'est des phrases qu'adore prononcer notre président du club des dirigeants, M. Driss Drift, que je salue au passage. Donc voilà, bienvenue M. Nasser Al-Kitani. Merci beaucoup d'avoir accepté d'animer ce webinaire pour le compte de nos dirigeants et des participants qui nous suivent. Et donc, c'est Nasser Al-Kitani, vous êtes un exo-coach, c'est ça? Exo-coach, c'est comme ça qu'on la prononce? Exo-coach, oui, c'est ça. En fait,
si vous voulez, on est un petit groupe de personnes qui, dans le système de réflexion, etc., est un système dont je parlerai, qu'on appelle exponentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'on vit dans un monde d'abondance et non pas de rareté, je vais en parler. Et donc, la manière dont on raisonne et la manière dont on accompagne nos clients, c'est d'être très positif et d'imaginer un monde qui est en fait en croissance exponentielle et tout. Et donc, c'est comme ça qu'on accompagne nos clients et tout. Donc, il y a une formation, une certification pour être un EXO coach pour ça. Très bien, EXO coach. Très bien, voilà. Merci. Alors, vous êtes expert en transformation digitale et vous êtes managing partner à KDC. Donc, encore bienvenue ce soir. Et donc, je voulais juste, avant de vous donner la main, pour dire à nos participants qu'ils ont la possibilité de poser les questions. On fera des blocs au bout de chaque partie. Vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, écrivez vos questions vous pouvez les écrire ou les dire de manière orale. C'est avec plaisir que M. Ktani répondra à vos questions. Donc, je pense, Ktani, qu'il est temps de démarrer ce webinaire, n'est-ce pas? Absolument, avec plaisir, quand vous me donnez l'occasion. Je vais démarrer ce webinaire. D'abord, je vous remercie et je suis très ravi d'être avec vous et très honoré de participer et de partager avec vous. Je vais démarrer en racontant une histoire pour mettre un petit peu les choses dans le contexte. À la fin du XVIIe siècle, il y avait une industrie qui est assez incroyable, qui est une industrie de la glace. Et à l'époque, il y avait des fermiers qui fabriquaient de la glace, parce que la glace, il y avait besoin de fermes. Donc, il y avait des gens qui avaient des très, très grandes fermes dans des endroits, bien évidemment, où il faisait froid. Et donc, ils mettaient de l'eau, et puis à la fin, ça faisait des blocs de la glace. Et ils passaient avec leurs espèces de chariots tirés par des chevaux. Et derrière, il y avait des appareils pour couper des gros blocs de glace qu'ils allaient transporter pour le vendre aux différentes personnes ou différentes industries qui en avaient besoin. Et c'était un métier assez intéressant, sauf que quelques années plus tard, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a créé des usines qui permettaient de fabriquer de la glace. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à fabriquer de la glace dans les usines, 24 heures sur 24, y compris dans des endroits où il n'y avait pas de froid, parce qu'on a inventé du froid artificiel. Et donc, ces fermiers ont perdu leur travail. Il a fallu qu'ils se réinventent. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu, il a créé des usines, il a trouvé un moyen de produire de la glace à travers des usines. Et quelques années plus tard, au début du dernier siècle, il y a un monsieur qu'on connaît tous qui a inventé les lampes à incandescence, et donc du coup, il a rentré l'électricité à la maison. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a commencé à fabriquer la glace dans sa maison. Donc, on a des frigos qui fabriquent de la glace. Et alors, l'histoire intéressante que je raconte ici, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en fait, on a vu à travers le temps des technologies de rupture qui sont arrivées et qui ont en fait disrupté des industries bien établies. Et je peux en citer des exemples. Celui-là, il est amusant parce qu'on ne connaît pas cette histoire nécessairement, tout le monde ne connaît pas cette histoire de la glace, parce qu'on dit qu'il y a une industrie de la glace. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Alors, quelques leçons à retenir et je vais développer pour donner un peu de contexte. La première leçon que je retiens de ça, c'est que quand il y a une rupture technologique quelque part, eh bien, cette rupture peut disrupter des industries existantes, des métiers existants, des secteurs existants, mais pas nécessairement là où on pensait. Quand on fait des usines, personne n'a pensé à un moment donné qu'on pouvait fabriquer de la glace. Donc les fermiers de la glace, ils ne pensaient pas qu'ils allaient être perturbés par quelqu'un qui faisait ça. Ce n'est pas leur modèle de pensée. Et celui qui a fait l'usine n'a jamais pensé que le fabricant d'électricité allait permettre la création de frigos. Et donc la rupture aussi, elle est venue d'ailleurs.
Ça, c'est la première chose. Donc, des ruptures créent des transformations et des disruptions importantes. La deuxième chose qui est intéressante, dans cet exemple-là, et bien évidemment, il y en a des milliers d'autres dans l'industrie, c'est que celui qui a bénéficié de la rupture technologique et de la disruption technologique n'est pas celui qui était dans le domaine. En fait, non seulement il est venu d'ailleurs, mais en fait, ce n'est pas lui qui a créé cette rupture. Et on vient prendre des exemples tout intéressants. Quand on voit la voiture connectée, ce ne sont pas les fabricants de voitures qui l'ont faite, c'est Google. Et personne ne pensait du tout que Google allait fabriquer une voiture connectée. Et les fabricants de voitures auraient pu se douter que ça pouvait venir d'ailleurs parce que eux-mêmes, ils ont disrupté grâce à la fabrication du moteur les gens qui transportaient dans des carrosses avec des chevaux. Donc en fait, l'histoire se répète d'une certaine manière à chaque fois. Alors pourquoi je raconte cette histoire? Parce que nous avons aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, depuis 30 ou 40 ans, nous avons créé une nouvelle technologie qui est la technologie digitale. Je vais un peu développer. Alors, et donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de discuter avec vous qu'est-ce que c'est concrètement, pourquoi on en parle aujourd'hui, alors que ça existe depuis un moment. On va essayer un peu de défricher. Et puis, bien évidemment, de dire qu'est-ce que c'est que cette transition digitale et puis comment on la veut mener. Donc, je vais répondre à ces questions, être un peu pragmatique et donner des pratiques. En fait, en réalité, c'est que notre histoire humaine, elle a toujours été comme ça. On a des constantes dans notre histoire humaine. On a toujours été à la recherche et à l'invention de technologies nouvelles. À chaque fois. Et depuis que l'homme est homme, on a créé le feu, on a créé la parole, on a créé des ustensiles ou des instruments pour chasser et pêcher. Vous voyez, on a toujours été en fait dans une logique d'invention, etc. Puis bien évidemment, la science s'est développée. Et alors, en faisant ça, il y avait deux volontés qui sont constantes dans le temps. L'être humain a toujours voulu faire deux choses essentielles. Et elles sont incroyables. Et à chaque fois qu'on a fait un pas en avant dans ces choses que je vais te parler, on a transformé le monde dans lequel on vit. Les deux choses que l'être humain essaye de faire, qui sont essentielles, la première, c'est on essaie d'aller plus vite. On a toujours cherché, d'une certaine manière, d'aller le plus vite possible. Quand on invente, quand on transporte dans des carrosses avec des chevaux et qu'on invente soit le train, soit la voiture, c'est parce qu'on a besoin d'aller plus vite. Le cheval ne peut pas... et puis après, on invente des voitures pour aller plus vite, puis après, on invente des trains qui vont plus vite, puis après, on invente des avions qui vont plus vite. Donc, en fait, à chaque fois, on est dans une logique de course pour aller très, très vite. Et à chaque fois qu'on a créé qu'on a fait ça, ce qui s'est passé, c'est le monde a évolué de manière profonde, mais vraiment profonde. Avant la voiture et après la voiture, ce sont deux mondes différents. Avant l'avion et après l'avion, ce sont deux mondes différents. La deuxième chose que l'être humain essaie de faire à chaque fois, c'est aussi de réduire la distance qui le sépare de tout. Et justement, avec cette notion de temps, on va essayer de réduire la distance qui nous sépare de n'importe quoi. Parce que plus on réduit cette distance, plus on est capable, bien évidemment, de commercer, etc. Et ça, malheureusement, dans un monde physique, c'est très difficile de réduire la distance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de produire le plus proche possible. On invente un certain nombre de mécanismes. Sauf que le digital a fait quelque chose d'incroyable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit le temps à 0 et la distance à 0. En gros, le temps qu'il faut pour transporter quelque chose de digital d'un endroit à un autre, il est nul, à 0. Et la distance qui est couverte, qui est très loin, parce qu'aujourd'hui, on est très loin, mais en fait, la réalité, c'est qu'on est très proche. On est bien à côté de l'autre, on se parle. Et vous aurez pu être à New York et ça aurait eu le même effet. La distance, pas en ce moment. Je n'aurais pas aimé être à New York. Waouh, d'accord.
Mais peut-être que certaines nous regardent d'une autre ville ou d'un autre pays, elle est réduite à zéro. Et donc, ce phénomène du digital, créé par le digital, a transformé les choses. Et alors, ceux qui ont compris ça, et c'est très important, ceux qui ont compris cette rupture ont réinventé des business models. Je vais en donner quelques exemples tout à l'heure, mais j'en prends un très simple. Pendant des années, l'industrie de la musique a été toujours faite sur des supports physiques. Et le jour où Internet a permis de transporter de la musique, des données de n'importe où à n'importe où de manière en temps réel, ben, on a abandonné les supports physiques et on a fait iTunes, Spotify et tout le tralala. Et ça crée une rupture et une disruption que les acteurs de ce domaine ont compris et qui ont mis en danger ceux qui fabriquaient des disques et puis des supports et qui ont disparu, et même la manière dont la musique fonctionne. Donc voilà quelques exemples que je voulais citer pour aller un peu plus dans le détail. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de ça? Parce que bien évidemment, si je regarde ce que le Covid cette crise du Covid a fait, c'est qu'elle nous a mis en face de nos responsabilités. On a dû continuer à opérer, et donc pour continuer à opérer, on a trouvé un tas de choses, mais le digital a été probablement la chose qui nous a permis de continuer à opérer. En tant que nation, en tant qu'entreprise, en tant que société. Ça nous a permis de faire tout ce que l'on tournait, du télétravail, du télé-maintenance, du télé ceci, du télé cela. Donc en fait, mais on n'était pas nécessairement malheureusement préparé. C'est-à-dire que ça a mis en lumière, de mon point de vue, le fait qu'on n'était pas préparé. Et c'est vraiment ça que je retiens. Alors, pourquoi on parle de plus en plus de transformation digitale? Moi, je préfère parler de transition digitale, je vais expliquer pourquoi. Pourquoi plus maintenant qu'il y a 20 ans, alors que c'était déjà le cas. Ce n'est pas nouveau, le digital existe. Parce que, pour deux ou trois raisons. La première, c'est que pour la première fois de notre histoire humaine, nous n'avons pas une seule technologie de rupture, nous en avons plusieurs en même temps. C'est-à-dire que le fait que nous avons un Internet de plus en plus rapide. Quand on est passé de la 2G, de la 3G à la 4G et demain à la 5G, on a créé des scénarios complètement incroyables qui vont nous permettre demain d'opérer à distance comme si on était dans une salle d'opération à côté, ou d'enseigner avec une expérience fabuleuse. Le cloud computing comme technologie nous a permis de transformer. L'intelligence artificielle nous a permis de faire des choses remarquables. Les objets connectés, etc. Donc, en fait, on a une convergence d'un ensemble de technologies de rupture qui sont incroyables, chacune de puissance. Et ça, c'est très intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on les combine ensemble, ça donne encore plus de puissance. C'est-à-dire quand je combine les objets connectés avec le cloud, l'intelligence artificielle, ça me permet de faire des choses incroyables. Et si je rajoute un drone à côté, ça fait encore quelque chose d'incroyable. Et les gens qui ont compris ça sont les gens ou les entreprises qui sont en train d'innover et d'aller très très vite parce que justement, elles utilisent ces nouveaux paradigmes. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que il y a un truc assez phénoménal, c'est que le rapport entre le coût et la performance est réduit de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on paye la 4G au même prix que ce qu'on a payé la 3G, et pourtant la 4G est 40 ou 100 fois plus rapide. Donc, en fait, la performance de ce qu'on a, elle croît de manière exponentielle, c'est pour ça que je parlais de l'exponentielle, et en même temps, on a des coûts qui continuent à baisser. Le coût des serveurs et des ordinateurs est toujours pas, alors que les performances sont multipliées de manière exponentielle. Et on peut regarder ça dans tout ce qu'on fait, que ça soit dans le coût des drones ou dans le coût des objets connectés ou dans le coût de l'intelligence artificielle, you name it. Tout c'est assez incroyable. Et donc ce rapport coût-performance
est assez intéressant. Et c'est ce qui crée cette notion de rareté, d'abondance versus la rareté. Et je vais l'expliquer assez rapidement et je vais avancer dans un petit moment. Pourquoi je parle d'abondance versus la rareté? Le monde non digital est un monde qui est basé sur la rareté. Je vais expliquer qu'est-ce qui fait le prix d'un terrain dans le monde physique, c'est sa rareté. C'est plus le terrain est rare, plus son prix augmente. Et en fait, quand je vous vends mon terrain, je ne l'ai plus, il vous appartient. Et donc, il y a un transfert de propriété, mais en même temps, il est basé sur cette notion de rareté. Et c'est la même chose sur tout, hein, le pétrole, etc. Dans le monde digital, on est dans ce qu'on appelle donc la data, l'information, enfin on peut parler d'un monde numérique. Le fait qu'une information passe de l'un à l'autre ne change pas nécessairement de propriété et elle n'est pas rare. Donc, regardez ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de partager avec vous une information, vous l'avez et je l'ai. Et elle n'est pas perdue. En réalité, elle va être démultipliée. Parce que vous allez la prendre, vous allez en faire quelque chose. Et comme ça, elle va en prendre autre chose. Et Cédric va en prendre autre chose. Et donc, chaque fois, on va prendre ça et on va le démultiplier, on va en faire des choses différentes. Et c'est ce qui crée la richesse. Et ce monde-là est assez fabuleux. Donc, une donnée, on peut la copier autant de fois qu'on veut, on peut la transférer autant de fois qu'on veut, on peut la raffiner autant de fois qu'on veut. On est dans l'abondance la plus totale. Et ça change le monde dans lequel on est. C'est très intéressant du point de vue anthropologique. Ça paraît un peu philosophique, mais c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Alors, quand on parle de transition digitale ou de transformation digitale, il y a beaucoup de gens qui parlent de digitalisation. Et moi, je n'aime pas parce que la digitalisation, ce n'est pas ça le sujet. Je vais vous donner quelques exemples pour bien voir la profondeur entre la digitalisation et la transformation digitale. Prends un exemple. Écrire. Pour écrire. Au début, pour écrire, on a inventé des instruments. Donc, on a fait des stylos, des plumes, etc. Ça, c'était l'écriture. D'accord? Quand on a digitalisé l'écriture, ou l'instrument de l'écriture, qu'est-ce qu'on a? Alors, avant ça, on a eu l'imprimante, après, on a eu les machines à écrire, d'accord? Et puis, on a digitalisé en inventant un ordinateur avec Word. La réalité, c'est que ça, c'est la digitalisation. La digitalisation, c'est, en gros, je passe du stylo ou de la machine à écrire à un ordinateur avec un logiciel de traitement de texte. C'est les outils, finalement. C'est des outils. Bien. La transformation digitale, ça va être quand je ne passe pas simplement de ça à Word, mais quand je suis capable, grâce aux technologies dont on parle aujourd'hui, de cloud, etc., d'être capable, par exemple, de rédiger un même document en même temps avec 5 autres personnes, une personne à New York, une personne à Paris et une personne à Casablanca, et on travaille ensemble à produire, à co-construire le même document. Là, on n'est plus, le stylo ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. D'accord? La machine à écrire ne peut pas faire ça. Le logiciel, la digitalisation toute bête ne peut pas faire ça. Le fait que maintenant ce document est quelque chose de vivant, qui est en train de voyager dans le temps, sur lequel je peux faire de la traduction automatique, sur lequel je peux faire de la correction orthographique automatique, sur lequel je peux, etc., est une transformation profonde de la manière dont on produit du texte. Alors qu'au début, le stylo ne permettait pas de faire ça. Le stylo est resté, et quand on l'a digitalisé, on l'a bêtement digitalisé, mais la rupture essentielle de la productivité, de la création de valeur, ne s'est faite qu'à partir du moment où on a réinventé la manière de produire du contenu. D'accord? Et c'est ça voilà une différence que je vois. Donc, c'est important de digitaliser, mais j'ai envie aussi des fois d'inviter à ce qu'on réfléchisse à ce qu'une fois qu'on a fait ça, en fait, ça ouvre des portes incroyables à ça. Je vais prendre un autre exemple pour bien montrer. Quand on est passé de la photo argentique à la photo digitale et numérique,
D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a mis maintenant dans nos téléphones, on a la possibilité de prendre une photo, on peut le prendre avec un appareil photo ou avec une caméra, etc. Bon. Si on était resté là, c'est de la digitalisation. Toute bête. Sauf que maintenant, on est capable de faire de la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, on est capable de prendre une image et de savoir si c'est une image d'un poumon, est-ce que ce poumon est malade ou pas, en travaillant avec l'intelligence artificielle sur de la radiologie. On est capable de classer des objets, on est capable de dire ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est ceci. On est capable d'avoir des voitures autonomes parce qu'elles sont capables de regarder, parce qu'elles ont. Donc en fait, la transformation digitale de l'image a fait un bond, on nous a créé des domaines nouveaux. Alors que si on était resté dans la digitalisation, à chaque fois, on n'a pas fait le bond en avant. Le bond en avant, c'est quand on a créé de la valeur à partir de là. Vous voyez, en fait, où est-ce que je veux en arriver? Alors, bien évidemment, on peut appliquer ça à la manière de faire de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, en fait, à chaque fois, de manière très, très profonde. Et je prends l'exemple de l'agriculture qui est un petit exemple assez amusant pour montrer. Il y a une société que beaucoup de gens connaissent qui font des jus d'orange en Floride. Et quand ils ont commencé à faire leur jus d'orange, ils ont fait du jus d'orange industriel. Le problème du jus d'orange industriel, c'est que chaque année, vu la qualité de l'orange qui sort, c'est très difficile d'avoir un jus d'orange qui a toujours le même goût. Alors, surtout si on veut faire un jus d'orange frais, parce que si on fait un jus d'orange qui n'est pas frais, bien évidemment, on va le mélanger et on va faire quelque chose qui a le même goût. Mais si vous voulez sortir un jus d'orange frais qui a toujours le même goût, quelle que soit l'orange, quelle que soit la saison, etc., c'est très compliqué. Et bien, c'est des gens qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour être capables justement de contrôler la manière dont on arrose, la manière dont on fait de l'orange, de manière, etc., pour que le produit final soit toujours le même, en réinventant la manière dont on fait de l'agriculture. Et c'est ça qui est en fait assez fabuleux dans ce domaine. Alors, donc, maintenant qu'on a compris quelque chose, quand on parle de transition digitale, et là on va rentrer un peu plus pratique, en fait, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire? Maintenant, on voit un peu ce que c'est la différence entre digitaliser et réinventer, en fait, ou faire de la transformation. Où est-ce qu'on peut mettre du digital? À quel moment, à quel endroit de l'entreprise? Il y a plusieurs domaines. Le premier domaine essentiel, c'est de réinventer, alors c'est le plus courant, c'est le plus utilisé, mais ce n'est pas nécessairement uniquement là où il peut y avoir le plus de valeur, mais il est essentiel. C'est l'expérience du client. Comment est-ce qu'une entreprise pourrait, en utilisant le digital, réinventer la manière de servir son client, la manière de commercer, la manière de fournir un service au client. Et ça, c'est un endroit dans lequel d'innovation assez extraordinaire pour vraiment réinventer ça. Je rentrerai un peu plus en détail dans un petit moment. Et ça, c'est un champ incroyable. Bien évidemment, maintenant, avec l'arrivée des réseaux sociaux, des téléphones mobiles, des applications, des sites web modernes, des objets différents, des objets connectés, des voitures intelligentes. Enfin, on réinvente complètement l'expérience qu'un client peut. Les lunettes, la réalité augmentée, enfin, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses qu'on peut imaginer. La deuxième chose qu'on peut réinventer, qu'on peut transformer, qu'on peut digitaliser de manière assez profonde et pour avoir de l'efficacité, c'est l'expérience de l'employé de l'entreprise. La manière dont un employé travaille dans l'entreprise, la manière dont il fait son travail, la manière dont il prend des décisions, etc. La manière dont il travaille à distance, pas à distance, tout ce qu'il peut faire dans son travail au quotidien. Et là, il y a tout un champ de possibilités incroyables qui sont offerts. Le troisième chantier de la transformation digitale potentielle pour les entreprises,
c'est la réinvention des processus internes de l'entreprise. Comment elle produit, mais vraiment sa machine de production, quel que soit ce qu'elle fait, si elle est dans l'industrie pharmaceutique, qu'elle soit dans l'industrie agricole, qu'elle soit dans tout ce qu'elle peut faire, on est capable de réinventer en utilisant des technologies digitales diverses et variées. Je vais donner quelques exemples pour montrer ça. On peut réinventer ces processus industriels et de production. Le quatrième volet de la transformation ou de la manière dont l'entreprise peut se transformer ou utiliser le digital pour se transformer, c'est transformer le produit ou le service qu'elle vend elle-même, qu'elle fait. C'est-à-dire de faire un produit digital ou un service digital, ou vraiment le transformer. Je vais aussi donner quelques exemples parce que il y a des domaines où les entreprises ont tout simplement réinventé leurs produits et fait moderniser leurs produits. Et le dernier modèle, alors c'est un peu, tout ça peut être lié bien évidemment, mais ils ne sont pas déconnectés, on va le discuter, c'est de réinventer son modèle d'affaires, son business model. C'est-à-dire la manière vraiment fondamentale avec laquelle elle fait son business. Et vous voyez en fait le champ du possible. On n'est pas très souvent, quand on parle de transformation digitale, les gens pensent qu'il suffit de faire du marketing digital ou faire. En fait, on a un champ du possible qui est extraordinaire. Je vais prendre l'expérience client comme exemple. Si je regarde la manière dont le e-commerce, par exemple, a transformé la manière dont certaines entreprises commercent avec leurs clients et leur donnent des choses tout à fait nouvelles. Alors, je vais prendre l'exemple peut-être un peu le plus fantasmagorique, mais qui est vraiment en train de changer la manière dont on va au supermarché, par exemple. On a vu comment Amazon ou d'autres sont en train de le faire aux États-Unis, où vous rentrez au supermarché et vous scannez votre téléphone à l'entrée. Le supermarché sait que vous êtes là. Vous rentrez, vous prenez tout ce que vous voulez et vous quittez le supermarché. Vous ne faites pas la queue, vous ne faites rien du tout. Vous quittez et voilà, c'est payé. Et l'expérience est assez extraordinaire. Parce que vous imaginez, vous rentrez au supermarché, vous prenez les produits frais que vous voulez, vraiment le choix que vous voulez. Vous mettez ça dans votre panier, vous quittez le supermarché comme si rien n'était, vous ne faites pas de queue, et pourtant, vous avez payé, on sait ce que vous avez pris. C'est des expériences qui sont nouvelles, donc quelque chose qui est existant, qui est le supermarché, en fait, d'une certaine manière, dans lequel on va faire nos courses. Mais la technologie a permis de la réinventer et de fournir une subtilité et une façon de faire pour le salarié, pour le client, pardon, qui est très, très différent, très moderne. Alors, il y a tout un tas de domaines dans lesquels, bien évidemment, les entreprises ont réinventé l'expérience, que ce soit commerciale ou autre, qu'ils ont avec leurs clients. L'expérience employée, c'est aussi un domaine, et c'est ce qui commence en fait à se trouver aujourd'hui, c'est comment l'employé interagit avec l'entreprise, mais à travers tout, c'est-à-dire vraiment tout son travail. Imaginez, prendre deux exemples, bien évidemment, le télétravail est un domaine qui aujourd'hui c'est facile, c'est-à-dire que le salarié peut utiliser du digital pour travailler à distance de manière assez fluide, etc. Dans moins de 3 ans, je prends les paris, vous allez voir que cette réunion se fera avec des hologrammes et on a l'impression de faire de la téléportation et vous aurez l'impression que je suis dans votre bureau en train de donner cette conférence alors que je suis à distance. Dans 2-3 ans, il y a déjà des prototypes qui tournent, mais dans 2-3 ans, ça sera industriel. Et alors, vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler et vous avez des personnes qui sont quasiment à côté de vous, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Alors, si vous rajoutez de la 5G à côté, ça va être tout simplement assez incroyable. La notion de l'espace n'existera plus.
Voilà, voilà, exactement. Donc, on va réinventer ça, et c'est en train d'être fait. Mais c'est la même chose. Ça peut être, bien évidemment, c'est la même chose pour un tas d'autres sujets sur la manière dont l'employé est évalué, la manière dont il prend des décisions. Euh, vous imaginez, aujourd'hui, quand vous allez quand vous voulez prendre un crédit bancaire, je prends un exemple tout bête, vous voulez prendre un crédit bancaire, vous allez à la banque, vous remplissez un tas de documents, papier, ça rentre dans un processus très complexe, ça revient chez vous, on vous dit venez, et on vous remplit, on vous a pu signer, enfin je sais pas, c'est un problème très complexe. Mais on aurait pu, si on peut réimaginer un processus dans lequel votre responsable de compte, il peut peut-être venir vous voir à votre bureau, parce que vous êtes une entreprise, donc c'est quand même à lui de venir faire l'effort de vous vendre quelque chose que vous d'aller l'acheter chez lui. On pourrait peut-être penser ça, rêver, parce qu'une fois, c'est la banque qui vient chez nous, parce que c'est eux qui veulent nous vendre quelque chose. J'espère qu'il y a des banquiers parmi nous. Hein. Non, c'est vrai, c'est assez extraordinaire. La banque, c'est le truc le plus incroyable. Moi, quand je veux vendre quelque chose à mon client, dans notre relation B2B, c'est à moi d'aller le voir. Oui. Et par contre, la banque, c'est la seule qui dit, ben, si tu veux que je te vende quelque chose, tu viens chez moi. Ben, sinon, je ne te le vends pas dans une relation B2B. Ce qui est quand même assez… Je peux comprendre aux banques de B2C. Dans du B2B, quand même, j'estime que c'est au banquier de venir. C'est vrai. Et le problème, c'est que comment est-ce qu'un banquier qui vient chez moi va pouvoir me proposer un crédit et que je le signe sur place, parce qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc, ça veut dire que l'expérience de la vente du crédit peut être dématérialisée. Le responsable qui va venir chez moi, il a peut-être sur sa tablette toutes les informations qu'il faut. Il a peut-être un moyen de rentrer en contact digital et à distance avec un responsable de risque chez lui ou un responsable de la fiscalité chez lui dans une conférence comme celle-là. Et une fois que tout ça c'est prêt, il dit voilà, est-ce que vous pouvez signer ici avec votre stylet sur ma tablette et votre crédit est là. On peut l'imaginer, techniquement c'est possible. C'est simplement, est-ce qu'on a envie de le faire? Et ça, c'est la transformation de mindset sur laquelle je voudrais revenir. Donc, en fait, on peut changer la manière dont l'employé lui-même travaille. On peut réinventer la manière dont on produit. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un domaine aussi surprenant que l'agriculture, un jus d'orange quand même. Où est-ce qu'on a besoin de faire du digital pour un jus d'orange? Eh bien oui, un jus d'orange, on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour sortir un jus d'orange brillant. Il y a un domaine, je lisais récemment qu'il y a une société, je crois que c'était en Irlande ou en Écosse, où ils ont utilisé, c'est une intelligence artificielle qui a créé un whisky. Et ce whisky a été, c'est l'intelligence artificielle, elle a fait les bons dosages, elle a fait les bons trucs, etc. Elle a dit, voilà, ça c'est… Et quand les œnologues l'ont goûté, ils l'ont trouvé non seulement très bon, mais ils se sont dit, on a été incapable de savoir est-ce qu'il a été fait par une IA, et ils pensaient que c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc il y a des domaines où on se dit, mais c'est pas possible. Mais oui, aujourd'hui, on parle du Covid, il y a énormément de chercheurs qui utilisent l'intelligence artificielle pour savoir comment le virus fonctionne et créer un vaccin ou des médicaments pour le contrer. Et donc, c'est beaucoup d'analyse de données, de modélisation, etc. Donc, c'est de la digitalisation. Vous voyez, même sur quelque chose qui est très médical, finalement, la digitalisation, elle est là et les gens qui travaillent dans la pharmacie l'utilisent. Donc, tous les secteurs, aujourd'hui, sont en train d'utiliser du digital pour ça. Ça me ramène à une question, Sixtiani, que j'ai depuis tout à l'heure. Est-ce que je peux vous la poser? Je vous en prie. Alors justement, j'ai Madame Donnier qui, depuis tout à l'heure, elle a posé justement cette question. On est dans le contexte. Alors elle dit, je vous remercie pour cette thématique. Une question, quels sont les secteurs qui peuvent réussir une transformation digitale au Maroc? Est-ce que vous allez en parler ou… Oui, alors je peux en parler même maintenant. D'accord, je peux en parler maintenant. Ça ne perturbe pas le déroulé de votre intervention. Non, au contraire. Et je voudrais, et franchement, vous pouvez m'arrêter parce que des fois, je pars et je m'oublie, et au contraire. Je voudrais vraiment que ce soit un échange. Tous les secteurs, pour répondre à votre question, si vous êtes dans l'éducation,
Et on l'a vu rien qu'avec cette pandémie, comment est-ce qu'on a mis des enfants à la maison et on leur dit, ouais, vous ne pouvez pas continuer à étudier. D'accord? On aurait pu, si on était préparé, c'est pour ça que je reviens à cette notion de préparation, si on avait été préparé correctement, on aurait pu continuer l'éducation de nos enfants sans rupture. On continue. Voilà un domaine. La santé. Aujourd'hui, c'est un énorme chantier. Je prends des sujets régaliens qui touchent tous les Marocains et dans lesquels il y a des choses incroyables à faire en transformation digitale. Il y a un très beau projet d'ailleurs de digital au Maroc, de médecine, où on a mis en place au Maroc une loi sur la télémédecine et il y a un projet qui est en cours de déploiement qui permet en fait de ramener la médecine et la santé dans les endroits les plus reculés du pays, d'accord, dans lesquels on ne peut pas avoir un hôpital. Et donc, on va faire de la téléconsultation, on pourra distribuer des médicaments sur place, dispatcher et prioriser parmi les patients ceux qui doivent être transportés à l'hôpital pour un traitement plus compliqué ou peut-être des opérations, etc. Mais des fois, une consultation à distance permet aujourd'hui, il y a des tablettes comme la mienne qui peuvent être équipées pour apprendre la température, la pression, etc. Des choses très, très simples et pas très chères. Donc, la santé, un petit exemple, mais très, très grande échelle, l'agriculture. Notre pays est un pays agricole, donc essentiellement, mais c'est aussi notre pays vit quelque chose d'assez important en étant un pays d'agriculteurs ou agricole. On a un stress hydrique important. L'agriculture consomme beaucoup d'eau. Et donc, comment on peut utiliser le digital pour transformer notre agriculture et faire en sorte qu'on consomme moins d'eau, beaucoup moins. Moi, j'ai vu des fermes, et elles consomment aussi, d'ailleurs, au passage, notre agriculture consomme aussi beaucoup de gaz, parce qu'il faut aller puiser dans les puits pour aller monter de l'eau pour pouvoir arroser, etc. Donc, et ces pompes sont arrosées au gaz, etc. Donc, en fait, on a aujourd'hui, notre secteur agricole peut être un secteur qui peut être transformé parce qu'on peut utiliser les technologies digitales, par exemple, dans l'irrigation, les technologies digitales dans tout ce qui est traitement de nos fermes, en termes de pesticides, etc., etc. On peut utiliser les technologies digitales dans les cueillettes. On peut faire des cueillettes beaucoup plus efficaces comme ça. Il y a tout un tas de domaines où le digital peut transformer l'agriculture. Et c'est notre pays, d'accord? Donc, je donne des exemples très, très concrets pour nous. Le digital va servir à transformer notre administration. Aujourd'hui, notre gouvernement nous doit, et on a vu ce qui s'est passé, qu'il y a des opportunités très importantes pour que notre gouvernement se transforme. Mais j'ai envie de dire, même des secteurs, et j'en ai un petit peu contre les banquiers, je suis désolé, je vais les pointer un petit peu du doigt, les banquiers sont dans le digital, les banquiers sont dans le digital depuis des années. Genre si vous arrêtez un ordinateur dans la banque, il n'y a plus de banque. Et on ne se rend pas compte, mais vous avez des choses d'information, il n'y a plus rien, tout s'arrête. Il y a plus, vous ne pouvez pas ni tirer d'argent, ni faire rien faire. Ils sont dans ça, tout est digitalisé depuis des années, mais ils sont dans le digitalisé. Ils ne sont pas dans la transformation. D'accord? Quand je veux faire un virement, et je l'ai vécu et que je dois, ma banque me dit non, monsieur Ktiani, vous ne pouvez pas, un mail n'est pas suffisant, il faut que tu fasses un truc, que tu me le signes, que tu me le casses, que tu me l'envoies, ou là tu viens de me voir au bureau, je dis attendez, vous rigolez, je veux créer un compte bancaire, je ne peux pas le faire en ligne, il faut que je me déplace, je veux faire n'importe quoi, on n'a pas fait notre transformation digitale. Et encore, moi j'ai de la chance de là où je suis, mais regardez la difficulté qu'on a eue pendant
cette crise de pouvoir, par exemple, payer notre personnel. On était obligé d'être à la maison. Voilà. Et les gens qui travaillaient pour nous à la maison, à un moment donné, ils ont dû rentrer chez eux et on voulait les payer, on ne savait pas comment. Tout à fait. On avait les mêmes difficultés avec les banques. Pas possible de faire des virements, c'est incroyable, alors que c'est des banques qui se disent hyper connectées. Et ils disent hyper connectés, mais ils ne le sont pas, les opérateurs d'ailleurs, télécom, parce que quand je veux créer un wallet, on me dit non, il faut que tu viennes ici chez moi pour que je sache qui tu es. On parle de mobile money, mais en fait, on l'a pas mis. Et donc, on n'a pas vraiment fait le pas. Et je pense qu'il y a de magnifiques opportunités dans la santé, dans l'éducation, dans la banque, dans l'assurance, dans l'agriculture, dans tous les secteurs. Mais vraiment, tous les secteurs sont concernés. Dans le tourisme. Comment réinventer notre tourisme, comment capturer plus de touristes pour qu'ils viennent chez nous. Le digital peut être une énorme source. Moi, j'ai quelqu'un qui a levé la main depuis tout à l'heure. Voilà, donc allez-y, Monsieur Hicham. Vous pouvez activer votre micro. Oui, Monsieur Hicham. Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? Oui, très bien. Bonjour. Allez-y. Bonjour, Siktani, ça va, Sidi, vous allez bien? Bonjour, Madame Souad. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ces initiatives assez riches et importantes. Et je tiens à remercier aussi le coronavirus, le Covid-19, quelque part, parce que pour une fois dans la vie, il nous a permis de nous rassembler et de nous réunir et de nous retrouver dans des moments aussi importants que nous n'étions pas capables de le faire avant le virus. Très bien dit. Peut-être c'est un avantage qu'il faut reconnaître. C'est vrai. Alors, Sénassar, moi, j'ai une intervention à faire si vous me le permettez. D'abord, vous êtes en train de parler d'un sujet qui est très, très important par rapport au monde entier, non pas seulement pour le Maroc, puisque l'innovation de la digitalisation qui s'est faite depuis des années déjà dans le monde, aujourd'hui, elle est en train de se retrouver partout dans le monde. C'est devenu un moyen important de communication entre les différents pays du monde. Mais si je dois parler du Maroc, moi, ma suggestion ou ma réflexion, c'est surtout pas par rapport à digitaliser l'administration et le système marocain, parce qu'effectivement, si on doit parler de digitalisation, le Maroc en entier, en tant que société, doit être digitalisé. C'est une réalité. Mais avant ça, est-ce que vous ne croyez pas que des fois, on est en train d'avancer les choses parce qu'il y a un travail à faire au préalable qui est celui de la société en elle-même en termes d'éducation? Bon, moi, je vis à New York. Je suis marocain, bien évidemment, fier de l'être, mais je suis à New York depuis des années. Je suis l'ambassadeur du club ici à New York. Et mon souci par rapport au sujet de digitalisation, excusez-moi, c'est par rapport à l'éducation du consommateur marocain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de digitaliser les entreprises, on parle de digitaliser l'administration, on parle de digitaliser notre système de vie, en gros, pour créer cette interaction. Mais on ne parle pas d'éducation de la société, d'éducation du consommateur et des outils nécessaires à donner aux Marocains en tant que citoyens et en tant que consommateurs pour pouvoir interagir avec cette digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez abordé le sujet de télémédecine, par exemple, moi, je suis très pessimiste. Je n'aime pas le pessimisme puisque je suis très optimiste, mais des fois, je dois dire la réalité. Par rapport à la situation de nos zones rurales en général, et là où la télémédecine peut intervenir, et cette interaction entre ces zones rurales et la télémédecine. Les gens, ils sont dans un état encore précaire, puisque je suis aussi dans l'associatif, donc je connais beaucoup de choses au Maroc. Je connais très très bien le Maroc, la vérité, je connais beaucoup de détails. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour moi, je crois qu'il y a aussi nécessité de parler de cette éducation qu'il faut donner à l'enfant et aux Marocains consommateurs
pour pouvoir interagir avec cette digitalisation en général. Voilà, j'espère que mon message il est clair et je peux rajouter des informations au cas où vous en avez besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, César. C'était très clair, je pense. Merci. Vous avez raison, en fait. Vous avez raison et vous allez me permettre de vous challenger sur la partie de la télésanté. Mais vous avez raison. En fait, je vais revenir dessus tout à l'heure. On ne va pas digitaliser sans rien. Il y a un moment donné où il faut conduire du changement. Ça inclut l'éducation, ça inclut tout un tas de choses. Mais vous avez raison. Là où on peut être légèrement nuancé, c'est que moi, je fais confiance d'une certaine manière à l'intelligence humaine. Je vais vous donner deux exemples. Quand il y a quelques années, je suis assez vieux pour m'en rappeler, pour avoir un téléphone, c'était un cauchemar. Et c'était réservé à quelques élites dans ce pays. Et quand on a introduit le téléphone mobile, ce qui nous a permis de faire un leapfrog assez incroyable, finalement, les Marocains l'ont bien accueilli, ils l'ont utilisé, même ceux qui ne savent aujourd'hui, même ceux d'entre nous qui sont même illettrés, c'est-à-dire qui ne savent pas lire et écrire, ils ont trouvé le moyen d'utiliser WhatsApp avec la voix pour pouvoir échanger et utiliser de manière intelligente le téléphone. Donc en fait, notre société accepte d'une certaine manière, et elle a de l'appétence quand on lui met devant elle de la technologie et surtout quand on la fait pour elle. C'est-à-dire qu'on fait des choses simples pour les gens et non pas des choses qui sont faites pour des ingénieurs ou des gens très compliqués à utiliser. Forcément, là, ça ne marcherait pas. Mais quand on simplifie les choses et qu'on les ramène au niveau des gens. Je vais vous donner un exemple qui, moi, pour aller dans le sens de ce que vous avez dit, mais pour un petit peu vous montrer en fait la capacité humaine incroyable. En Mozambique, il y a eu une expérience assez surprenante où ils ont ramené des tablettes Android à des enfants de très bas âge. Vraiment, les premiers âges de l'école. Genre, on est 6, 7 ans, 8 ans, etc. Et on a donné la tablette dans la boîte. Et ils sont partis. Et l'expérience, en fait, c'était une expérience vraiment intéressante. Ils voulaient comprendre comment est-ce que les enfants allaient se débrouiller. Ils leur ont même pas montré comment on ouvre la boîte. D'accord? Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont ouvert la boîte. Ils ont compris comment allumer la tablette au bout de quelques minutes. Et ils ont commencé à regarder avec la tablette où ils tapaient dessus. Ils ont compris au bout de quelques heures comment ça commençait à fonctionner. Fast forward, donc vraiment je vais aller à... Au bout de 3 mois, ils ont craqué Android. Au bout de 3 mois, ces enfants ont craqué Android, alors qu'ils n'ont jamais vu Internet de leur vie, ils n'ont pas compris, vraiment, ils n'étaient pas assistés. C'est une expérience assez unique pour montrer que finalement, alors bien évidemment, c'est plus difficile avec des adultes, mais pour des enfants, les enfants sont capables d'apprendre très, très vite. Je vais vous donner un dernier exemple là-dessus. Ma fille, elle a 16 ans, et pendant le confinement, alors qu'elle faisait ses cours, elle est venue me voir et elle m'a dit, papa, il paraît que Python, c'est bien. Alors, elle est au lycée, hein. Elle m'a dit, il paraît que Python, c'est bien, je vais m'inscrire sur Coursera pour suivre un cours Python. Je dis, OK, très bien. Donc, elle s'est inscrite. C'est un cours qui est prévu. C'est un MOOC. Oui, c'est un MOOC, ouais. Il est fait par l'Université de Michigan sur Coursera. Et alors, donc je l'ai payé, elle s'est inscrite, etc. Et c'est un cours qui est fait pour durer plusieurs mois. Et ben, elle a déjà fait cette semaine l'équivalent de 3 mois. Et toute seule, je vous assure, toute seule. Alors, elle s'est programmée en Python, etc. Alors qu'elle a 16 ans, elle n'a jamais vu ça. Donc, en fait, les enfants, on a cette appétence et on peut nous développer. Alors, sur le côté de la télémédecine, la réalité de ce projet en particulier, c'est qu'en fait, il est très, très, très bien fait parce que il y a un programme de connexion Internet de ces villages
il y a un programme pour mettre l'équivalent d'un dispensaire dans ces villages. Chaque dispensaire va être équipé de matériel pour pouvoir aider. Et surtout, et c'est ça le plus important, c'est qu'il y a une personne physique qui est en fait un infirmier ou l'équivalent quelqu'un du corps médical qui est là pour accompagner les patients à faire des téléconsultations à distance avec des médecins professionnels. Donc, c'est très bien pensé en termes d'accompagnement. Donc, on n'a pas laissé les gens tout seuls. En fait, c'est assez avancé. Mais vous avez raison sur le côté humain de la chose. Est-ce qu'on a d'autres questions ou vous Oui, on a quelqu'un d'autre qui a levé la main également. Alors, Issam, oui, votre micro est activé. Vous pouvez activer votre micro. Issam, oui. Bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Oui, c'est Issam. D'accord, parfait. Alors, tout d'abord, je vous remercie de votre point, de votre intervention et surtout la clarification entre tout ce qui est digitalisation et transformation digitale. D'ailleurs, je trouve que c'est une remarque très, très intéressante et très pertinente. Alors, pour me présenter, en fait, je suis étudiant en arts et métiers et actuellement, je travaille dans mon sujet de fin d'études sur l'industrie 4.0 et la transformation digitale des entreprises. Et lors de mon état de l'art, ce que j'ai constaté, c'est que majoritairement, les dirigeants des entreprises, ils ont envie d'adopter les nouvelles technologies et de commencer une transformation digitale. Par contre, ils n'ont pas une visibilité sur comment est-ce qu'ils peuvent réussir cette transformation digitale et par quoi commencer. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut organiser, voire construire une feuille de route de transformation digitale pour les entreprises? Dans cette feuille de route, par exemple, on peut dire que voilà, pour une entreprise X, cette feuille de route, elle serait générique. Ça veut dire qu'on peut l'appliquer pour plusieurs entreprises qui opèrent dans des secteurs différents. Et on peut leur dire que voilà, la première étape, ça serait le fait de commencer, par exemple, par la réinvention de l'expérience client, ou bien vaut mieux commencer par la réinvention de l'expérience opérateur. Et la deuxième étape, ça serait l'étape X. La troisième étape, ce serait l'étape Y. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut mesurer la maturité digitale de l'entreprise? Ça veut dire, est-ce qu'actuellement, on dispose d'un outil qui met à disposition d'une entreprise, elle peut se dire, voilà, actuellement, je suis dans le niveau 2 de digitalisation, voire de transformation digitale. Mon prochain niveau de digitalisation, ça serait ça. Et ma troisième question, c'est par rapport à la mitigation de risques, à la fois pour sécuriser l'atterrissage du projet de transformation digitale, mais on est bien conscient qu'après la transformation digitale, ce qu'on appelle l'état post-digitalisation, il y aurait sûrement des risques. Donc, comment est-ce que les entreprises ils peuvent à la fois mitiger les risques actuels et sécuriser leur atterrissage post-digitalisation? Voilà. Vous avez posé la question avant que j'aborde ces sujets, donc je pensais que c'était le sujet que j'allais aborder exactement à la suite de cet arrêt. Mais vous avez absolument raison. Et il faut, je vais développer ces sujets-là tout de suite. Hein. Donc, la maturité, comment construire une feuille de route, est-ce qu'on peut la faire générique ou pas, par quoi commencer, etc. Donc, c'était vraiment le sujet suivant de mon intervention. Et vous me donnez justement cette possibilité, cette transition. En fait, comment est-ce qu'on fait? Parce que il y a le côté de la théorie, maintenant qu'on a compris qu'est-ce que c'est, la différence entre digitaliser et transformation digitale, etc. Comment est-ce qu'on fait? La première chose, de mon point de vue, c'est d'abord d'être capable de mesurer sa maturité. Comment est-ce qu'on se situe dans ce monde de transition digitale aujourd'hui par rapport à un certain nombre de choses? Bien évidemment, la maturité, elle couvre plusieurs axes. Elle couvre la capacité. Est-ce que
Est-ce que nous sommes une entreprise innovante? Est-ce que notre management, notre style de management, comment il est, ou notre style de leadership, nos infrastructures technologiques, est-ce qu'on a déjà de la technologie ou pas? Est-ce que intellectuellement, nous sommes plutôt une entreprise qui prend des risques ou pas, etc. Donc, il y a tout un tas de dimensions qu'on va prendre en compte quand on va évoluer à la maturité pour comprendre notre appétence à cette transition. Et aussi, on peut… Alors ça, c'est un domaine. Après, il y a un autre domaine qui est intéressant, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a plusieurs axes. Vous avez l'expérience client, vous avez l'expérience employé, vous avez les process de l'entreprise, vous avez les business models ou les produits et services, etc. Mais vous pouvez tout à fait imaginer que je suis une entreprise pharmaceutique, j'ai des process industriels de fabrication de médicaments qui sont absolument brillants, ils sont très très bons, ils sont digitalisés, ils sont transformés, ils sont optimisés, je suis top là-dedans. D'accord? C'est possible, ça existe et ils ont fait le travail. Mais par contre, peut-être que mon expérience employée ou mon expérience client, elle est très mauvaise. Donc, elle n'est pas à l'état de l'art. D'accord? Et donc, c'est peut-être là qu'il faut aller. Donc, en fait, quand on va mesurer la maturité de l'entreprise, on va la mesurer sur les axes potentiels de la transformation et puis, bien évidemment, sur des axes, comme je l'ai dit, d'appétence technologique, d'appétence à l'innovation, d'appétence de ce type de leadership, etc., etc. Cette feuille de route, cette maturité, ou ce niveau de maturité, va nous aider ensuite à avancer. Alors aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de faire ça. Par exemple, Digitancy, ils ont développé un outil en ligne pour faire l'évolution de la maturité. Moi, je propose un cadre, par exemple, de cette maturité. Il n'y a pas un outil, mais il y a un cadre qu'on peut le faire manuel, etc. Mais aujourd'hui, il existe des outils, des moyens, des cadres d'évaluation de cette maturité. D'autres sociétés proposent ça. Il n'y a pas un cadre standard international, mais il y a plusieurs outils qui nous permettent. Et en répondant à un certain nombre de questions, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on peut aller. La deuxième chose, elle est plus essentielle. Ce n'est pas par quoi on commence, de mon point de vue. La réalité, c'est qu'on ne fait pas de la transformation pour le plaisir de faire de la transformation digitale, de la transition digitale. En fait, on a des objectifs métiers. On est une entreprise, il faut qu'on se transforme, mais très concrètement, il y a des réponses métiers. C'est d'abord le métier qui doit dire quelles sont les problématiques que nous avons. Est-ce que nous avons des problématiques de clients? Est-ce que nous avons des problématiques de process industriels? Est-ce que nous avons des problématiques X ou Y? Et sur lesquelles le digital peut nous aider à transformer la manière de faire. Donc, on ne va pas commencer à faire du digital pour le plaisir de le faire. Simplement, la différence par rapport aux transformations classiques, c'est que la transformation digitale, elle prend son essence, sa racine, sa raison d'être dans le digital. Elle va aller puiser dans les technologies digitales pour être faite. Donc, pour construire sa feuille de route, on doit d'abord poser des questions métiers auxquelles on va répondre par une transition digitale. Alors, ça peut être des transitions, on regarde l'entreprise et on se dit, voilà où est-ce qu'on va être dans 5 ans, voilà quelles sont nos raisons d'être, etc., etc. Et c'est en répondant à ces questions qu'on va faire une feuille de route adaptée à notre posture. Donc, la réalité, c'est que cette maturité va nous donner des priorités. Et ça, c'est l'essentiel. En gros, ce qu'on va faire, c'est de dire quels sont les domaines dans lesquels je peux me transformer ou dans lesquels je vais faire de la transition digitale et je vais regarder quel est l'impact de ça. Il n'y a pas que le risque, il y a aussi l'impact. C'est-à-dire quel est l'impact, quel est le retour sur investissement de ça. On ne va pas faire ça pour le plaisir de… On va être clair sur quel est l'impact, quel est le retour sur investissement. Qu'est-ce que je gagne en faisant ça? Et je vais prioriser ma feuille de route en fonction de cet impact. C'est-à-dire que je ne vais pas transformer simplement pour le pas dire. Je vais dire, voilà, ça c'est très concret. Je sais que ce projet-là, si je le mène, ou cette chose-là, si je la mène, voilà quel est son impact métier. Voilà à quel
à quelle échelle de temps je vais pouvoir voir cet impact pour pouvoir avancer. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté particulière pour les entreprises aujourd'hui par rapport à des startups, par exemple. Et une startup, elle a la culture de l'échec. Elle démarre, elle teste des trucs, etc. Et donc, elle peut se casser la figure et recommencer et tout. Une entreprise établie, elle ne peut pas jouer à ça. Elle ne peut pas se lancer en se disant, tiens, je vais faire ça, et puis c'est pas grave si je casse la figure. Et tout. Donc, il faut qu'elle a cette complexité de continuer à délivrer de la valeur à ses clients et à ses actionnaires, donc continuer à gagner de l'argent, continuer à se développer, et en même temps, mener le chantier de la transformation. Donc, cette dualité est compliquée, c'est la dualité du risque qui est posée, et pour faire la feuille de route, on va faire des choses qui ont un impact métier et qu'on va prioriser de ce point de vue-là. C'est qu'on va dire ça, on sait quel va être son impact, et c'est celui-là par lequel on va commencer pour avancer. Donc la priorisation, elle est essentielle en fonction de l'impact métier. Et pour ça, il y a aussi quelque chose qu'on va faire, c'est d'avoir une posture digitale. C'est-à-dire que ce qu'on a vu dans les entreprises récemment, c'est que, enfin, dans la crise du Covid récemment, on n'avait pas nécessairement une posture digitale. C'était une notion de préparation dont je voudrais parler. J'avais un client que je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez, vous êtes en train dans le domaine de l'assurance, et il disait, on va vous aider à basculer en télétravail, etc., pour avoir de la continuité. Il me dit, mais on n'a pas trouvé de PC portable à acheter pour nos salariés. Donc, il voulait, regardez bien la problématique qu'on avait. La problématique que certaines entreprises avaient, c'est qu'ils avaient des systèmes opérationnels pour l'assurance qui étaient très bien, ils opéraient, etc., il n'y a pas de souci. Ces mêmes systèmes sont utilisés par leurs courtiers et leurs agents donc à l'extérieur, donc ils sont capables d'accéder à l'extérieur, sauf qu'à l'intérieur de l'entreprise, les salariés avaient des PC fixes pour travailler. Le jour du Covid, on leur a dit, allez chez vous, mais ils n'avaient pas de PC portable. Ils ont été sur le marché des acheter, ils n'en ont pas trouvé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre infrastructure technologique n'était pas prête. On n'avait pas une posture, on ne s'était pas préparé à l'idée qu'on pouvait faire du télétravail. Donc, on n'avait pas les PC portables, on n'avait pas la sécurité qu'il faut pour le faire, on n'avait pas les connexions Internet pour le faire. Il y avait une posture pour ça. Donc, c'est essentiel pour une entreprise qui veut être une entreprise qui est digitalisée, etc., d'avoir une posture. La posture commence par s'assurer qu'on a une infrastructure technologique qui répond aux besoins de cette transformation digitale. Ça veut dire qu'on a les PC, on a les technologies qu'il faut, on a les connexions qu'il faut, on utilise du cloud, on a les outils de data, etc., etc. Donc, on a tout ce qu'il faut pour d'abord pouvoir le faire. Et ça, c'est essentiel. Sinon, on est en train de… Et peut-être surtout, on a le mindset et la volonté. Alors, je vais y arriver. Voilà, très bien. Je vais y arriver. Donc, le premier, on peut avoir le mindset, mais si on n'a pas l'infrastructure, c'est comme… voilà, ça, c'est la première chose. Et je vais revenir. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut ce mindset. Et ce mindset, en fait, c'est un double domaine. C'est d'abord, il nous faut cette culture digitale. On est awareness, comme disent les Américains, on doit l'intégrer dans notre ADN. On doit le comprendre, on doit l'intégrer et on doit avoir les compétences internes pour le faire quand on a une entreprise. J'aborderai un peu plus tard à l'échelle d'un pays, mais là, comme je parle à des entrepreneurs, je vais parler plutôt à l'échelle de l'entreprise. Donc, on a besoin de gens, et là, je rejoins ce que disait tout à l'heure Hichem, on a besoin, y compris au sein de l'entreprise, parce que de ce mindset digital, de cette culture digitale, du fait que et alors c'est intéressant pour ça, parce que il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Je vais vous le poser là, peut-être que quelqu'un a une réponse pour moi, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Regardez ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Les gens viennent sur Internet, ils se connectent, ils font les trucs, il n'y a pas eu besoin de… Je veux dire, on est des addicts d'une certaine manière de la technologie. On a WhatsApp, on a le dernier truc sur notre téléphone, et c'est génial. Mais quand je mets les pieds au bureau, je change.
C'est terminé. C'est comme si j'étais… Il n'y a plus rien. La même personne. J'ai l'impression qu'il y a un truc anthropologique que je dois comprendre. Pourquoi exactement. Pourquoi un salarié, dans la vie privée, dans sa vie privée, il est hyper connecté, il a le dernier smartphone, il a le WhatsApp, il a tout ce qu'on veut, il veut assister des trucs, mais quand il arrive au bureau, alors là, les outils technologiques, il ne veut pas les utiliser, il n'est pas dans un mindset technologique. Là, voici une question que je me pose, et c'est vraiment une question à laquelle je n'ai pas nécessairement de réponse et qui mérite une étude assez intéressante. Donc, en fait, on a besoin de ce changement de mindset, de culture digitale et de compétences, etc. Parce que si demain, alors, il y a des domaines dans lesquels on a besoin de plus. Je suis désolé, si on doit faire de l'intelligence artificielle, on a besoin d'experts en intelligence artificielle. Et ça ne s'invente pas, il faut les trouver. Donc, il faut les former. Si on a besoin de data scientists, il faut qu'on les trouve. Si on a besoin de gens qui vont développer sur le cloud, il faut qu'on les trouve. Ça ne s'invente pas. Si on a besoin de des gens qui vont développer des applications mobiles, ou on a parlé tout à l'heure d'industrie 4.0, qui vont connaître les mécaniques des objets connectés ou des choses, etc., on a besoin de gens qui les comprennent. Et ça, il faut former les gens, il faut qu'on ait des compétences, il faut qu'on fasse du reskilling dans l'entreprise. C'est-à-dire les gens qu'on a, on a besoin de continuer à les former, etc. Ça ne va pas se faire tout seul, croyez-moi. C'est vraiment un changement. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement les informaticiens. D'accord ? Si on change l'expérience client, on donne au client une expérience fabuleuse de pouvoir acheter différemment, etc., et qu'on continue à servir le client en interne, et on n'a rien changé, je suis désolé, ça ne va pas fonctionner. Si on continue, en fait, tous les changements internes suivent. Hein, c'est un fil continu où on suit. Donc la culture doit changer. Le troisième volet qu'on doit changer, ce sont les usages. On doit offrir des services innovants. Parce qu'on peut être digitalisé. Les banques sont digitalisées, comme on l'a dit. D'accord ? Et elles le sont. Mais est-ce que leurs services sont innovants pour leurs clients ? Elles ne le sont pas. On n'a pas transformé les services et les usages pour que finalement, y compris pour les clients, on ait ça. Donc, on a besoin de transformer ici aussi et d'avoir cette culture de la transformation des usages, pas uniquement en interne, mais y compris en externe. Et ça, c'est un choix essentiel, etc. Et puis, il y a quelque chose qui, moi, est essentiel pour moi, c'est l'histoire de la confiance. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Il faut qu'il y ait un système de confiance dans le digital. On a besoin d'avoir confiance digitale. J'ai besoin d'être capable, là, si on me dit de mettre ma carte de crédit pour payer, et j'ai confiance. J'ai confiance dans un système qui me protège, parce que je sais que derrière, il y a, je ne sais pas, assurance, et est-ce qu'il faut technologiquement pour. J'ai un système de confiance. J'ai confiance de pouvoir aujourd'hui venir dans ce séminaire, vous parler, rentrer mon mot de passe, etc. Et ça fonctionne. Mes données sont protégées, il y a des lois qui me protègent, je peux faire recours à, etc., etc. Ce système de confiance est essentiel. Les entreprises, demain, si vous êtes une banque, et vous offrez, ou peu importe, mais je n'ai rien contre les banques, mais alors, vous êtes une entreprise de l'éducation, d'accord ? Et donc, vous voulez offrir des services d'éducation en ligne digitalisés pour les élèves qui continuent à travailler à la maison. Si les élèves n'ont pas confiance dans votre plateforme, ils ne vont pas y aller. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, il y a besoin de créer cette confiance. Et ça, c'est essentiel, y compris pour les salariés, mais aussi pour les clients, pour les fournisseurs, etc. On a besoin d'insuffler une logique. Ça, c'est assez intéressant. Il y a un exemple qui m'a toujours interpellé. Quand le gouvernement britannique a voulu faire le e-gov, ils ont mis un ensemble de services, etc. Incroyablement innovant, superbe, très très tôt. Hein. En même temps, une société qui se trouve à Seattle venait de naître. Cette société s'appelle Amazon. Personne ne la connaissait. Et alors, c'est un truc très intéressant qui s'est passé. Il y a un truc assez amusant qui s'est passé, c'est que vous avez les citoyens britanniques, ils ont boudé le gouvernement pour utilisation des services e-gov. Par contre, ils ont fait confiance à une société qui venait de naître, qui était Amazon,
et chez qui ils pouvaient acheter des livres, des CD, de toutes sortes de choses alors qu'ils venaient d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique qu'on peut avoir confiance dans Amazon et pas dans un service que le gouvernement a mis en place, etc. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce que la confiance n'avait pas été intégrée dans la logique de la relation qui a été construite entre le gouvernement. C'est après, quand ils ont fait cette étude et qu'ils ont regardé que leur acceptabilité n'était pas bonne par rapport à un débutant qui était Amazon, qui se trouvait au fin fond du monde, ils se sont posé cette question, ils ont changé leur posture pour créer la confiance. Et je pense que c'est essentiel. Donc, quatre piliers. Il y a un pilier de notre culture et de nos compétences internes dans l'entreprise. Il faut que, intérieurement, dans l'entreprise, il faut qu'il y ait une prise de conscience et une préparation à toutes les échelles. Ça commence par le président jusqu'à la personne qui est à l'entrée d'immeuble. Tout le monde y est. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que quand on ne donne pas les budgets qu'il faut au directeur informatique, quand on ne donne pas les budgets qu'il faut au directeur de l'innovation, etc., dans l'entreprise, ben, ce n'est pas de sa faute. À la limite, à un moment donné, il peut faire que ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Donc, c'est au président de donner le là. C'est lui qui doit donner le ton. C'est lui qui doit donner les moyens. C'est lui qui doit expliquer aux autres salariés. Donc, ça vient de là. Si lui n'est pas convaincu, ben, je suis désolé, ça n'ira pas très loin. Donc ça doit être compris au plus haut niveau, dans le conseil d'administration, dans le comité exécutif, au plus haut niveau, et bien évidemment en bottom-up par tout le monde. Donc ça, c'est essentiel qu'il y ait cette culture qui soit insufflée à l'échelle de l'entreprise. Et bien évidemment, le deuxième côté, c'est le compétence. 1. 2, c'est qu'on doit avoir la technologie pour le faire. On doit avoir les infrastructures. Si on veut, on doit avoir les PC portables. On doit avoir les connexions Internet rapides. Sinon, seulement, on est en train de nous mentir. On doit avoir les moyens. 3, on doit réinventer les usages. On doit servir nos clients de manière innovante. On doit inventer des usages innovants pour nos clients. Et le quatrième, donc je l'ai dit, c'est vraiment cette caution de confiance. On doit donner confiance à nos salariés. On doit donner confiance à nos partenaires et bien évidemment, on doit donner confiance à nos clients. Et cette notion de confiance doit être intégrée, complètement intégrée dans ce qu'on est en train de fournir. Et dans notre roadmap, en fait, de transition. Alors, je voudrais revenir à quelque chose qui a été dit tout à l'heure. C'est une question que je n'ai pas fini de répondre parce qu'elle est essentielle. Et après, je reprends d'autres questions. Sur vous m'avez dit dans quel domaine, finalement, on peut être les secteurs. Moi, je pense que j'ai donné quelques secteurs, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi les secteurs qui sont les secteurs stratégiques du pays. Par exemple, on a dit, et je prends cet exemple pour être un peu pour montrer en fait l'enjeu. Aujourd'hui, on a dit, on est dans l'automobile. Et donc, on a Peugeot, on a Renault, on a un écosystème à côté qui est là, et le Maroc est devenu parmi les grands producteurs d'automobiles grâce à des partenariats qui ont été faits. Mais est-ce qu'on est avec ça en train de fabriquer l'automobile de demain? C'est une question que je me pose. Ce n'est pas vrai. L'automobile de demain sera électrique, l'automobile de demain sera connectée, l'automobile de demain sera probablement autonome, pas uniquement pour celle qui est vendue au Maroc, au niveau mondial. C'est là-dessus que les gens travaillent. L'automobile de demain sera plus sécurisée, elle sera embarquée de technologies pour freiner mieux, détecter des choses. L'automobile de demain, si elle est connectée et autonome, ce sera une automobile dans laquelle l'expérience du voyage va être différente. Peut-être qu'on travaillera à l'intérieur, peut-être qu'on regardera des films à l'intérieur, peut-être qu'on pourra faire des choses à l'intérieur, peut-être que cette automobile de demain, elle ne sera pas uniquement pour des consommateurs, parce qu'on pourra avoir demain une ambulance qui est une nouvelle forme, en fait, connectée, intelligente, etc. On aura des voitures de pompiers connectées, intelligentes, etc. Et des bus. Donc, tout ce système de transport, il est à réinventer par le digital. Est-ce qu'on a mis en place
cette réflexion pour dire comment est-ce qu'on accompagne du point de vue industriel la transformation digitale du secteur automobile et qu'on devienne des leaders dans ce domaine. Donc, il y a des opportunités pour nous en travaillant avec ces acteurs, en travaillant avec les systèmes d'innovation qui sont dans les universités ou peut-être dans les startups pour accompagner, y compris dans des domaines comme ça. Ça peut être le tourisme, ça peut être… Donc, moi, j'ai envie de dire, prenons aussi les secteurs stratégiques de notre pays sur lesquels on a pris une décision en tant que nation de dire ça, c'est des secteurs stratégiques et on les accompagne par des logiques d'innovation et de transformation, de transition digitale. Ça peut être une piste aussi parmi d'autres. C'est une excellente idée, oui, excellent. Shahed, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, oui, j'ai deux participants. D'abord, est-ce que vous avez terminé l'intervention Oui, j'ai terminé. Là, maintenant, on fait plutôt des questions. On est dans les temps, il est 19h22, on a encore. J'ai deux personnes qui ont levé la main, donc on a le temps de prendre quelques questions. Alors, j'ai deux personnes qui ont levé la main. Alors, c'est qui? Alors, Redouane Regragui. C'est bon, vous avez la possibilité. Oui, votre micro est activé. Redouane Regragui. Vous pouvez activer votre micro, je l'ai activé. Redouane, vous pouvez activer votre micro. Alors, j'ai Hichem, c'est toujours la même intervention. Vous voulez j'ai vu que vous avez encore levé la main ou c'est juste la dernière? J'aime bien votre intervention. Est-ce que c'est toujours je vais toujours faire une intervention dans le digital. Ne vous inquiétez pas. Vos interventions sont tellement pertinentes. Et puis, tout à l'heure, je disais peut-être que quelqu'un nous regarde de New York. Il y a Hicham avec nous de New York. Il est de New York en plus. Par les temps qui courent. Donc, protégez-vous bien, Hicham. C'est très aimable à vous et comme je l'ai toujours souligné, je suis très content de faire partie de cette communauté. Je suis très ravi et très honoré de faire partie de ce club qui représente la vérité, une fierté pour notre pays. Absolument. Je suis très loin de vous, mais mon cœur est avec vous tout le temps, toujours. Je fais de mon mieux pour être présent, pour participer, pour jouer un rôle avec le président Sidris, qui n'épargne aucun effort pour la réussite de ce club. Inch'Allah, je suis très optimiste et je vois l'avenir très prometteur, Inch'Allah. Alors, mon intervention, Sinasser, est toujours dans le même contexte, qui est celui, et j'y insiste, la vérité, j'y insiste. J'aime bien votre intervention et je suis d'accord avec vous sur toute la ligne, sur tout ce que vous avez exposé. Merci beaucoup, c'était très intéressant et très riche. Mais je reviens encore une fois par rapport à si je me permets d'utiliser le mot infrastructure, j'espère que c'est correct, qui est celui d'instaurer une infrastructure préalable pour le futur, qui est celle d'intégrer ce volet technologique dans l'éducation de nos enfants et des futures générations. Pourquoi je dis ça? Pour deux choses. La première, c'est que, vous le savez mieux que moi, après la crise financière de 2008, le monde s'est mis à la digitalisation d'une manière très importante. Mais la vérité, le rythme que nous avons pris nous permettait de développer des choses en prenant le temps nécessaire. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Je crois que c'est un point qui est important à relever. Ça veut dire que si nous roulons auparavant à 100 km à l'heure pour réaliser des projets, aujourd'hui, il faudrait que nous soyons à 200 ou 300 km, sans exagérer. Parce que le temps est devenu contre nous, surtout avec l'arrivée du virus aujourd'hui, qui nécessite des gens de plus en plus à rester chez eux, à devenir moins mobiles, à ne plus rester en contact, etc., etc. Donc la digitalisation en général va devenir une devise que nous allons utiliser dans notre vie pratiquement tous les jours.
et par rapport à tous les secteurs. Le deuxième point, il relève de l'institution gouvernementale. Ça veut dire de ceux qui gouvernent et ceux qui dirigent notre pays. Je crois qu'il est essentiel par rapport à vous, je dis par rapport à vous, Sina Sall, ça veut dire la communauté des experts en digital, elle doit impérativement intervenir dans ce sens pour réveiller. J'utilise le mot réveiller et je sais de quoi je parle. Je le dis avec beaucoup de sincérité. Il faut que nos décideurs se réveillent un peu pour voir un petit peu la réalité et consacrer l'importance qu'il faut pour ce volet digital. D'abord, en l'intégrant à l'école. Moi, je crois qu'il est fort nécessaire aujourd'hui, au lieu de parler d'arabisation, et je ne veux pas rentrer dans le détail, je ne suis pas contre l'arabe, je ne suis pas contre le berbère, bien au contraire, je suis très fier d'être marocain et d'avoir comme langue maternelle l'arabe, mais quand il s'agit de technologie, de développement et d'éducation, désolé, je dois parler réel, je dois parler vérité, donc je ne parle pas arabe, je dois parler anglais, je dois parler technologie, etc. Donc aujourd'hui, au lieu de parler d'arabisation, moi je crois qu'il serait plus judicieux de parler technologie et de parler d'éducation, d'éduquer ces jeunes sur l'importance de l'outil et technologie en général, pas seulement de celui de la digitalisation, puisque c'est un outil parmi d'autres, sur l'utilisation de la technologie et sur son importance dans notre vie. Ce n'est pas seulement l'Internet et se connecter à Internet et YouTube et se connecter sur comment danser, comment rapper, et je ne veux pas rentrer aussi dans ce détail, mais plutôt du côté bénéfique de tout ce que nous offre aujourd'hui la technologie. Aux États-Unis, ici, je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe dans la société américaine ou européenne aussi, sur comment on éduque aujourd'hui les futures générations, sur comment on leur incite l'importance de tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, et tout ce qui va venir dans le court terme. Parce que tout ça, c'est pour demain. Vous l'avez insinué dans votre présentation en parlant de d'ici 3 ans, nous allons avoir des robots qui vont nous assister, nous allons avoir des hologrammes, des outils hologrammes qui vont commencer à être présents dans les différentes solutions. Et tout ça, pour moi, 3 ans, c'est demain. Ce n'est pas 3 ans dans 36 mois, c'est vraiment demain. Donc, c'est pour ça que je parle de ce contretemps que nous avons aujourd'hui pour pouvoir bouger, réagir et essayer de nous mettre, parce qu'on est en retard, il faut le dire, c'est aussi une réalité. Nous sommes en retard par rapport à énormément de pays. Nous sommes avancés par rapport à d'autres pays, mais il ne faut pas avoir ça de ce côté. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on voit les pays auxquels nous sommes en retard pour pouvoir les rejoindre la cour des grands. La cour des grands. Oui, merci beaucoup. Voilà. Je ne veux pas être très long. Merci beaucoup. Vous avez raison. Je vais essayer de, si vous permettez, de paraphraser et d'aller dans le même sens que vous. À l'heure où je vous parle, il y a des élèves qui vont passer leur bac et qui vont suivre des études de médecine pour devenir médecins. Dans 14 ans, ils vont être médecins. Les médecins dans 14 ans seront des médecins très différents. Seront des médecins qui vont opérer avec des robots, seront des médecins, pour certains d'entre eux, complètement remplacés par l'intelligence artificielle parce qu'elle sera plus efficace qu'eux, des médecins qui vont, ou alors des médecins qui vont être assistés par des intelligences artificielles ultra sophistiquées. Et pour qu'ils soient efficaces dans leur travail, il faut qu'ils comprennent comment cette intelligence artificielle fonctionne. Il faut qu'ils comprennent comment ces technologies digitales fonctionnent. Je prends l'exemple du médecin, mais en fait, je peux les répliquer chez nos avocats, je peux les répliquer chez les juges. Demain, un avocat ne pourra pas faire son travail, ne pourra pas assister un client s'il ne comprend pas comment le digital fonctionne. Ce n'est pas possible. Les experts comptables de la même manière, etc., etc. Donc, toutes les disciplines
sont en train de changer et on a besoin, et c'est l'erreur que nos gouvernants font, qui est de croire que la formation digitale ne s'adresse qu'aux experts du digital, qu'à des gens qui vont faire de la programmation. Alors qu'en réalité, on a besoin de devenir une nation digitale. On a besoin qu'on réfléchisse digital, qu'un juge réfléchisse digital, qu'un avocat réfléchisse digital, qu'un médecin réfléchisse digital, qu'un enseignant réfléchisse digital. C'est essentiel. Quand vous voyez j'aurais aimé partager avec vous des vidéos de vous montrer comment des agriculteurs sont en costume cravate quasiment dans les laboratoires. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils sont, en fait, ils sont dans le digital, ils sont complètement transformés, ils ont des fermes ultra modernes, etc. Donc, alors qu'ils sont agriculteurs. Pourquoi? Et tout. Donc, en fait, cette transition-là est une transition de la nation. C'est vraiment une transition de notre nation et tout le monde avait. Et donc, je vais dans le même sens que vous et on a besoin de ça. Alors, là où j'ai de l'espoir, parce que moi, je suis optimiste de nature et je vais être un peu provocateur là. Quand je vois nos ministres qui sont jeunes, ben, ils ont fait de merveilles en technologie quand ils sont arrivés. J'ai vu comment notre ministre des Finances, quand il est arrivé pendant la crise, il a déclenché des transformations grâce à la technologie au ministère en quelques semaines, alors que ça fait 20 ans qu'on rêve de ça. Et donc, il y a une nouvelle génération de leaders qui sont en train d'arriver et que ces générations de leaders, c'est notre espoir. Alors, on n'a pas envie de perdre du temps, il faut qu'on aille plus vite. Mais il y a cet espoir qu'avec une nouvelle génération de leaders, on peut aller en plus vite. Je sais que je l'espère aussi. Là, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, mais notre commission spéciale pour le modèle de développement du Maroc, elle a certainement en fait intégré ce concept d'une nation digitale dans son modèle et je l'espère voir des résultats intéressants. Il y a dans cette commission, et ça pour moi c'est un signe, il y a des jeunes dans la commission dont le métier est en fait le digital. Donc, ils sont là-bas. Moi, je regarde. Ils sont en train d'influencer les autres pour que ce modèle de développement qui nous est présenté intègre cette dimension. Mais vous avez raison. On a besoin de faire un saut digital pour devenir une nation digitale. Et d'une certaine manière, c'est une magnifique opportunité pour nous. Il ne faut pas croire. Hein. C'est la plus belle opportunité qui puisse nous arriver. C'est celle-là. Parce que contrairement, j'ai vu un message sur Facebook à l'instant, une question qui disait est-ce que finalement ça ne va pas détruire des emplois? Oui, justement. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Il y a des participants qui s'inquiètent justement de cette question, tout à fait. Écoutez, je vais donner un exemple pour expliquer ça. Et c'est là le danger. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur si Hicham est à New York, alors je vais raconter une histoire si Hicham est à New York. En New York, en 1900, il y avait 100 000 personnes qui vivaient dans le métier, étaient autour du cheval. Ils nourrissaient, nettoyaient, élevaient tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se déplacer dans la ville de New York avec des chevaux qui tiraient des carrosses. 25% de la production agricole américaine servait à nourrir des chevaux. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, comme les familles avaient besoin de se déplacer, donc chacun avait au moins un cheval, il y avait, je crois, 20 ou 25 millions de chevaux aux États-Unis parce que tout le monde devait avoir, toute la famille avait besoin d'un cheval. Et donc, il fallait produire des choses pour les nourrir. Et donc, 25% de la production américaine agricole servait à ça. Et bien, en 20 ans, on est passé du cheval à la voiture industrielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis désolé, c'est vrai, c'est une perte. Les 100 000 personnes qui travaillaient dans le monde du cheval à New York ont perdu leur travail. C'est vrai. Mais on a créé des millions d'emplois à côté, ou des centaines de milliers d'emplois à côté, de gens qui travaillaient dans l'industrie automobile pour la produire, etc. Il y a même des métiers qui sont nés. Et, je donne un exemple, peut-être un peu d'histoire, mais le crédit n'existait pas.
je ne sais pas si vous savez, le crédit à la consommation n'existait pas. Le crédit à la consommation est né avec l'invention de la voiture, parce qu'on ne pouvait pas acheter la voiture. Donc, les gens, le prix était bas, mais il n'était pas suffisamment bas. Et donc, il a fallu trouver un moyen pour se financer une voiture. Et donc, les banques ont inventé le crédit à la consommation pour pouvoir financer les voitures. Sans ça, vous voyez, en fait, il y a des métiers qui sont nés de fait que la voiture existait. Et donc, les métiers se sont déplacés. Nous sommes dans la même logique aujourd'hui. Il va y avoir des métiers qui vont disparaître et il y a des métiers qui vont naître. Je vais vous donner un petit exemple. À l'heure où je vous parle, il y a une loi européenne qui est entrée en vigueur il y a un peu plus de 2 ans, qui s'appelle la loi sur le RGPD, qui est la loi sur la protection des données à caractère personnel européenne. Cette loi exige, rapidement, elle exige que la quasi-totalité des entreprises européennes doivent avoir un DPO, un délégué à la protection des données à caractère personnel. Un DPO, un délégué à la protection des données à caractère personnel. Il faut à peu près 20 millions de personnes pour ça. Alors, on peut sous-traiter, on peut avoir un DPO, un machin, mais on a besoin de DPO. Ils n'existent pas, il faut les former. D'accord? Donc, c'est un appel d'air pour créer des métiers qui vont accompagner les entreprises pour se conformer à la protection de la caractère personnelle. Et ces sujets-là, la cybersécurité, le développement sur le cloud, l'intelligence artificielle, la transformation de l'industrie 4.0, l'agriculture, c'est des chantiers énormes de création de nouvelles valeurs. Oui, il va y avoir des domaines dans lesquels on va perdre de l'emploi, c'est clair. Mais est-ce qu'on va attendre et se dire on va les perdre, ou est-ce qu'on va inventer les métiers de demain? Il faut à un moment donné qu'on se prenne en charge et de se dire c'est notre opportunité. Nous sommes un pays qui n'avons pas de pétrole. D'ailleurs, dans 50 ans, peut-être même avant, on n'aura plus de pétrole, parce que les voitures seront électriques et on se déplacera d'une autre manière. Donc, il va falloir qu'on se prenne en charge. Et ce que disait Hicham est essentiel, c'est par l'éducation qu'on arrivera. C'est parce qu'on aura formé les métiers de demain, on aura formé les ingénieurs de demain, on aura formé les innovants de demain, qu'on pourra protéger nos métiers, d'accord, et nous projeter. Oui, tout à fait. Il faudra les former, il faudra apprendre à les retenir. Tout à fait, les retenir. Très bien, il y a d'autres questions. On a 10 minutes encore, donc j'ai plein d'autres questions. Alors, une des questions, c'était justement, aujourd'hui, vous venez d'en parler là tout de suite, aujourd'hui, nous parlons de la transformation technologique, mais la problématique, c'est la confiance numérique et la protection des données personnelles. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On a besoin, pendant qu'on fait ça, on a besoin de créer un cadre de confiance. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie dans l'histoire, il a fallu qu'il y ait un cadre de confiance. Aujourd'hui, regardez l'électricité. Quand vous rentrez chez vous à la maison et vous allumez votre électricité ou votre clim, vous ne vous dites pas « ça ne va pas marcher » ou « ça va exploser » ou « il se passe quelque chose ». Vous mettez une prise, vous mettez votre téléphone en charge, vous ne posez pas ce type de conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a la confiance qui a été établie dans l'ensemble de la chaîne. Nous savons que depuis la production électrique dans les centrales, pendant son transport, jusqu'à ce qu'elle arrive chez vous, la manière dont votre appartement a été construit, la manière dont il a été testé, la manière dont les équipements ont été fabriqués, l'ensemble de la chaîne est une chaîne de confiance. Le digital a besoin de cette chaîne de confiance. De plus en plus, nous avons besoin, une bonne fois pour toutes, d'instaurer une confiance numérique de manière à ce que quand je mets mes données, je sais que je suis en confiance. Quand j'utilise ma carte de crédit, je sais que je suis en confiance. Quand j'allume ma caméra, je sais que je suis en confiance, etc., etc. Cette chaîne de confiance doit être construite. Je suis tout à fait d'accord. La loi sur la protection des données à caractère personnel au Maroc, elle est très, très bien. Franchement, on a besoin de l'amender pour qu'elle s'approche de la réglementation européenne parce qu'on veut être mondiaux et on ne peut pas nous éloigner des cadres et des nouvelles normes internationales. Donc, on a besoin de la rafraîchir et je pense que la CNDP est en train de faire ce travail. Au Maroc, on a aussi quelque chose d'assez rare d'ailleurs par rapport à d'autres pays dans le monde et je suis très fier de ça. Nous avons
une institution très respectable qui s'appelle la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, qui définit les cadres et la réglementation en matière de sécurité des systèmes d'information, de manière à ce qu'elle crée la confiance numérique nécessaire. Il y a un comité de veille sur ça, qui est un comité national stratégique sur la sécurité des systèmes d'information. Donc, en fait, cette notion, elle est vraiment instaurée. Il faut aller plus loin et il faut que les acteurs privés, banques et opérateurs, instaurent aussi et jouent le jeu et fassent leur travail de pousser plus loin, qu'ils respectent la loi sur la protection de données à caractère personnel, qu'ils se conforment à la loi sur la cybersécurité, enfin sur la sécurité d'information au Maroc, etc. Donc, c'est vraiment un travail, un moment aussi des industriels. Et j'ai envie de dire, c'est aussi des citoyens, in fine. Moi, je suis assez… quand je vois le débat qu'il y a en ce moment sur l'application Wiqaïtan que le gouvernement vient de lancer. Et c'est assez intéressant d'observer deux choses. Nous ne faisons pas attention à la manière dont on déverse notre vie sur les réseaux sociaux, en acceptant toutes les conditions d'utilisation, en cliquant, en donnant la caméra, le GPS, l'accès au micro, l'accès à nos contacts, en fait, à Facebook, à tous les autres. Et à la limite, c'est bien qu'il y ait confiance. Mais on a l'État qui lance une application qui nous aide à la santé, il y a de la défiance, d'une certaine manière, il y a de la méfiance qui est instaurée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des messages qui circulent, et dans ces messages, il y a des aberrations, ils n'ont pas de sens. D'accord, on vous dit, attention, l'application accède à vos contacts. Ce n'est pas vrai, l'application accède à vos contacts, on le sait, parce que et donc il y a une espèce j'ai envie de dire, d'éducation digitale, ou de manque d'éducation digitale, qui finalement, dont on a besoin pour reprendre un peu confiance et redevenir un peu serein par rapport à ces questions. Et c'est un vrai sujet. Vous posez un vrai sujet sur ça. C'est la confiance numérique et pour moi, elle est essentielle. Très bien. J'ai une question qui rejoint un peu ce dont vous avez parlé tout à l'heure avec Hicham. Alors, donc, comment intégrer la transformation digitale auprès de la population rurale et parfois marginalisée, les intégrer, surtout qu'on est à la veille d'un nouveau mode de développement inclusif et durable? Alors là, c'est une question qui me tient énormément à cœur. Pour moi, elle est essentielle. Malheureusement, vous savez, je vais dire quelque chose qui va beaucoup choquer. J'étais dans une conférence où les gens parlaient de smart cities et j'ai dit, moi, je suis contre les smart cities. Parce que quand vous faites de la smart city, qu'est-ce qui se passe dans nos pays, dans notre pays, mais dans d'autres pays, c'est le cas aussi. Ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous améliorez la ville, c'est important, je ne dis pas le contraire, mais ce que vous faites, c'est que vous faites un appel d'air, d'une certaine manière, à ce que des personnes quittent leur village, parce qu'en fait, on n'est pas en train de faire des smart villages, et donc on ne leur donne pas leur chance, et on améliore la ville. Et donc, on est tout le temps à la course pour améliorer la ville, alors qu'en fait, la ville n'a pas besoin, elle peut se débrouiller, il y a des gens comme ça. C'est dans nos campagnes, c'est dans ces milieux qu'il faut apporter les autres services. Et l'opportunité digitale, c'est la meilleure. L'exemple de la télémédecine est un exemple. On sait, il ne faut pas être… on est conscient, on ne peut pas construire des hôpitaux partout, dans tous les villages, c'est très compliqué. Par contre, on peut ramener, comme on l'a fait, l'eau et l'électricité, on peut ramener Internet dans les villages. Et c'est facile et ça ne coûte pas très cher. On peut ramener la télééducation, on peut ramener la télésanté, on peut aider les gens dans les villages à utiliser les technologies digitales pour leurs fermes, pour faire de l'écotourisme, pour faire tout un tas de sujets pour recréer le virage et que ça devienne des zones de vie agréables dans lesquelles on peut produire, on peut vivre et on a tous les services qu'il nous faut en termes de santé, en termes d'éducation, de l'inclusion financière, etc. Parce que là aussi, le sujet de l'inclusion financière est important. Donc, en fait, le digital le permet de le faire. C'est notre opportunité. D'accord ? Par contre, ça nécessite
qu'on investisse dans les infrastructures. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'Internet arrive dans le village. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'accès à Internet doit être inscrit dans notre Constitution comme un droit. Comme ça, tout le monde a accès à Internet. Parce qu'on ne peut pas, demain, vivre sans Internet. On le sait. Donc, la seule manière de le faire, et que ce soit un peu un choc culturel, c'est de dire, eh bien, c'est un droit constitutionnel. Et donc, on va se donner les moyens de l'apporter à tout le monde. Ça, c'est voilà, des choses très… c'est un peu… C'est une manière de provoquer, mais je pense que ça montre vous avez compris le message. D'autant plus qu'on a des jeunes, qu'on a une population à majorité jeune qui ont encore plus besoin, je dirais, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Et donc, dans nos villages, eh bien, on fait le travail qu'il faut. Je vous assure, je vais finir là-dessus, parce que j'ai envie d'avoir une note pour finir là-dessus. Quand j'étais chez Microsoft, j'ai passé plus de 13 ans chez Microsoft dans la région du Moyen-Orient et Afrique, en particulier au Maroc. Et on avait à l'époque un concours qu'on appelait le concours des enseignants innovants. Alors, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que Microsoft, avec le ministère de l'Éducation nationale, mettait à disposition des enseignants, mettait un concours, faisait un concours, et leur mettait de la technologie, leur disait réinventez la manière dont vous faites votre cours. Voilà, faites, allez-y. Et il y a des enseignants qui s'inscrivent, ils viennent, il y a un concours, puis à la fin, on en choisit 10 au Maroc. Et certains d'entre eux vont dans un concours pan-arabe et après mondial. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque où j'étais, il y a un enseignant marocain qui est arrivé en finaliste aux États-Unis et il faisait partie des 3 meilleurs mondiaux qui a gagné. Cet enseignant venait d'un village au Maroc qui s'appelle le village de Bzou. Si vous demandez à Bzou, aux Marocains, ils ne savent pas où c'est. Et c'est dans ce village qu'on fait les djellabas bzioui, etc. Oui, très connu. Le tissu Bzou, c'est célèbre. Et ce petit village, qui est assez extraordinaire, ce prof jeune, qui a 30 ans, il avait concouru et il avait gagné. Il était parmi les 3 meilleurs enseignants mondiaux dans ce programme parce qu'il a réinventé, il a utilisé la technologie pour réinventer la manière dont il enseignait à ses enfants dans ce village. Lui-même, il était dans le village à enseigner. Il n'était pas à Rabat. Ce n'était pas qu'il était originaire du village. Il était à Bzou en train d'enseigner. Et pour moi, c'est un espoir. C'est une manière de… Ça me donne de l'espoir que dans notre pays, c'est possible quand on donne les moyens aux gens, quand on allume la flamme. Eh bien, il y a de l'innovation, il y a de la créativité, il y a des gens qui nous surprennent à condition qu'on leur donne les moyens de l'exprimer. Tout à fait, c'est sûr, nous avons une jeunesse, j'en rencontre beaucoup dans le cadre de mon travail et donc je vous assure que plein de compétences, plein d'innovations, plein d'idées. C'est vrai qu'il faut les moyens, il faut de la motivation. Moi, une question quand même, vous voulez terminer sur cette question? Moi j'en ai une autre. On en a encore plein, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Alors, une question de Yassine Darraji, je pense qu'elle va intéresser beaucoup de monde. Comment conduire une transformation digitale pour les petites structures, surtout les startups et les PME, TPE? Alors, les startups sont dedans. Aujourd'hui, les startups sont dans la logique de transformation. J'ai envie de dire, ils ne sont pas dans la transformation digitale, ils sont dans le digital. Elles démarrent, la majorité de celles que je connais, moi. Je coach beaucoup de startups. Elles nous surprennent, elles sont incroyables, elles ont beaucoup de… donc elles sont dedans. Et ce qu'il faut, c'est les accompagner, elles ont besoin d'accompagnement. On parle beaucoup ils ont besoin d'argent. Avant l'argent, ils ont besoin d'être mentorés, ils ont besoin de coaching, ils ont besoin de responsables comme vous qui peuvent les accompagner pour réussir leur projet. Les TPE, PME, c'est un peu plus… c'est autre chose. Quand on est dans une entreprise, dans une petite entreprise qui vend quelque chose, qui fabrique un produit, la meilleure façon de le faire, je pense, c'est vraiment de se faire accompagner. Je pense qu'il faut se faire accompagner. On connaît son métier en tant que PME. Je sais ce que je fais, je sais ce que je fabrique, je sais ce que je vends,
je connais mon marché. Mais par contre, je peux avoir un expert qui va m'accompagner, qui connaît le sujet du digital et qui va me permettre de m'ouvrir les yeux sur le champ du potentiel. Et une fois on fait ça, on fait, ce qui a été dit tout à l'heure, une feuille de route qui soit adaptée à mes propres besoins. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets, de programmes gouvernementaux pour financer ce travail-là, pour financer l'accompagnement, pour financer l'acquisition de technologies quand il s'agit d'acheter, je sais pas, acheter du logiciel, acheter des ordinateurs, acheter des choses. Donc, il y a ces programmes-là, l'État veut les financer, à condition que les PME jouent le jeu. Et pour ça, je crois que le plus simple, c'est de ne pas s'improviser quand on ne connaît pas le sujet, c'est de prendre un expert. Il y a beaucoup de jeunes talents dans notre pays, des jeunes, des moins jeunes, qui connaissent bien le sujet, qui peuvent accompagner. Moi, je pense que le plus simple, c'est ça. Il y a des gens dans le métier et vous accompagnent. Voilà, le plus simple, le plus rapide. Très bien, donc je prends quand même quelques minutes pour terminer sur un commentaire assez intéressant. Alors, Madame Medani, enfin, Monsieur le Medani Maté qui dit, merci beaucoup pour le thème bien sûr choisi d'actualité. La transformation digitale trouve tout son intérêt dans nos administrations. La meilleure façon de lutter contre les pratiques illicites qui rongent nos administrations, malheureusement, corruption, fraude fiscale, dysfonctionnement procéduraux. Donc, il dit que c'est le meilleur moyen. Moi, je milite pour que il n'y ait aucun contact entre le citoyen et l'administration. Oui. On est capable aujourd'hui de digitaliser l'ensemble de l'expérience du citoyen avec l'administration, quel que soit le service, sans jamais mettre le pied dans les administrations. Et de ce point de vue-là, non seulement on peut le faire, mais on peut combattre ces comportements illicites, etc. Et on peut, d'ailleurs, finalement, l'administration, nos fonctionnaires peuvent être peut-être plus efficaces aussi à faire des choses plus utiles que de tamponner un papier ou des choses. Donc, on peut aussi les former, on peut aussi les accompagner pour faire du reskilling, pour qu'ils soient plus utiles et en même temps, on digitalise l'expérience pour la rendre fluide. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit pas très concrètement, et c'est ça l'essentiel, c'est que ça coûte à l'État aujourd'hui la non-digitalisation. Quand, en tant que citoyen, pour faire un papier quelconque, un dossier quelconque, je dois faire le postier, le facteur d'une administration à une autre. C'est du temps perdu. Ce sont des centaines de millions d'heures par an, voire des milliards d'heures de productivité par an qui sont perdues par les citoyens, par les entreprises, par l'État, alors qu'on peut utiliser ce temps-là pour nous former, pour faire des choses utiles. Donc, c'est des points de PIB, il ne faut pas croire, hein, c'est vraiment de la productivité perdue. C'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, c'est dommage que ça finisse. On a encore envie de vous écouter. C'est extraordinaire. On a pris beaucoup de choses avec vous. Merci beaucoup. On était plus d'une centaine sur Facebook et Zoom. Il y a plein de questions encore. Si vous pouvez les regarder sur Facebook éventuellement. Et je pourrais répondre. Merci encore pour l'invitation. J'étais très honoré. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci Cédric, Dreyf, pour votre invitation. J'étais très honoré et j'espère que j'ai répondu à l'attente et en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Voilà, largement. Vous avez répondu largement, soyez-en sûrs. Merci beaucoup encore une fois et merci à nos participants. Continuez à nous suivre, à suivre nos webinaires sur Facebook, sur Zoom et au plaisir de vous revoir peut-être une autre fois cette année. Et restez, pour les participants, il y a encore une conférence à 20h. Et donc, au revoir. Excellente soirée. Merci encore une fois. Au revoir.